Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment incontournable pour le secteur, l'étude de 2026 dirigée par Lyong et son équipe, intitulée La frontière d'assurabilité des risques liés à l'IA. Le constat de départ est clinique, presque brutal. La diffusion massive de l'intelligence artificielle autonome crée un casse-tête monumental pour l'assurance commerciale. Dans cette analyse, on va examiner de façon totalement objective comment l'industrie tente de tarifer, d'absorber ou tout simplement d'exclure ces vulnérabilités inédites. Tout l'enjeu se situe autour d'une incertitude contractuelle colossale et de la redéfinition du risque à très grande échelle. Dès le départ, on observe une fracture très nette sur le marché avec deux réalités qui s'opposent. D'un côté, il y a la couverture IA affirmative. Là, on parle de produits flambant neufs, expressément conçus et calibrés pour les risques IA. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'exposition silencieuse. Et c'est là qu'est la zone d'ombre. Il s'agit des sinistres liés à l'IA qui viennent percuter des polices traditionnelles, comme la responsabilité civile professionnelle ou les polices cyber. Le problème, c'est que ces contrats n'avaient absolument pas prévu cette technologie au moment de leur rédaction. Bien garder cette dichotomie en tête est la clé pour comprendre toute la dynamique actuelle. Alors, comment va-t-on structurer tout ça aujourd'hui? C'est simple, on va suivre 5 axes principaux. D'abord, le problème de la couverture IA. Ensuite, la fameuse matrice des risques. En 3, les 4 niveaux d'assurabilité. On abordera ensuite le défi du risque systémique. Et pour finir, les modèles de marché et leurs implications concrètes. Commençons tout de suite par notre première partie, le problème de la couverture IA. Et plus particulièrement, ce fameux dilemme de la causalité et de l'ambiguïté. Le vrai souci de l'exposition silencieuse, c'est que les contrats existants ne savent pas comment traiter l'IA. Est-ce que l'IA est la cause directe du sinistre, un simple outil intermédiaire ou la source même de la responsabilité légale? Prenons un exemple concret. Si une IA invente de toutes pièces une fausse jurisprudence, ce qu'on appelle communément une hallucination, est-ce que ça relève de la négligence professionnelle? Ou alors si quelqu'un empoisonne les données de cette IA, s'agit-il d'une attaque cybernétique? La façon dont on qualifie l'incident dicte quelle police doit payer. Et ça crée une énorme incertitude sur le marché. Passons à la deuxième partie, la matrice des risques, ou comment cartographier exactement ces nouvelles menaces face aux produits disponibles. Pour objectiver cette frontière assez mouvante, l'étude déploie une méthodologie très rigoureuse. Les chercheurs ont identifié très exactement 55 catégories de menaces spécifiques à l'IA. Pour faire ça, ils ont croisé les grands référentiels de sécurité publique et reconnus, comme l'OWASP et le MITRE. On parle d'un éventail technique extrêmement large qui va de la simple dérive d'un algorithme jusqu'à l'injection de requêtes, en passant par le piratage pur et simple d'agents autonomes. Face à ces 55 menaces, l'étude a décortiqué 26 produits d'assurance, des avenants et des régimes d'exclusion. C'est un panel très représentatif. On y retrouve des offres ultra spécialisées proposées par des agences de souscription comme Armila, mais on y analyse aussi les politiques d'exclusion très strictes mises en place par des géants historiques de l'assurance, comme WR Berkley par exemple. Alors que disent les chiffres de ce croisement matriciel? Eh bien, c'est particulièrement révélateur. Là où les acteurs affichent une position claire, on constate que 52,7% des menaces bénéficient d'une couverture affirmative. Environ 27,5% atterrissent dans la fameuse zone grise de l'exposition silencieuse et 19,7% sont explicitement exclus. Mais attention, petite précision cruciale ici, on parle de positionnement marketing public, ça donne une excellente température du marché, mais ça ne garantit absolument pas la formulation finale d'un contrat en cas de réclamation. Ça dessine simplement les lignes de force actuelles. Ce qui nous amène à notre troisième point. Sur la base de ces données, l'étude déconstruit le marché pour identifier ce qu'elle appelle les 4 niveaux d'assurabilité. C'est littéralement la nouvelle frontière émergente de l'industrie. Concrètement, le marché ne fait pas qu'étendre ou réduire ses couvertures à l'aveugle. Face à l'intégration de l'IA, les assureurs effectuent un tri actif, péril par péril. Le risque est méthodiquement segmenté en 4 niveaux. Le niveau 1, avec les risques expressément assurés, le niveau 2 pour les expositions flots ou silencieuses, le niveau 3 pour ce qui est activement rejeté, et enfin le niveau 4 pour les risques extrêmes qui échappent aux structures privées classiques. Voyons cela de plus près. Dans le niveau 1, on remarque une hyper-spécialisation fascinante des acteurs. Chacun choisit sa bataille. Par exemple, les données montrent que Munich Re concentre son produit Essure sur les garanties de performance et la dérive des modèles. De leur côté, des syndicats soutenant Armia ou Hiscox vont cibler directement le risque d'hallucination. Sur le terrain de la défense de la propriété intellectuelle, Tokyo Marine Kin se positionne clairement en bouclier, tandis que Coalition axe ses efforts sur la gestion de crise liée aux deepfakes. À l'autre extrême, en explorant les limites absolues de l'assurabilité, l'étude identifie les cas complexes du niveau 4. Le premier, le niveau 4A, est illustré par le concept de la trifecta létale formulé par Simon Willison. C'est quoi exactement?
Imaginez un agent IA qui a simultanément accès à des données privées, qui traite du contenu non fiable et qui communique avec l'extérieur. Structurellement, c'est une combinaison ultra vulnérable à l'injection de requêtes. Dans ce scénario très précis, la réponse n'est pas simplement d'acheter un transfert de risque. Il faut d'abord imposer une rigueur architecturale et des mesures de contrôle direct dès la conception. Toujours dans ces limites, on a le niveau 4B qui concerne les actes intentionnels, comme le fameux AI washing. C'est le fait pour une entreprise de faire des déclarations trompeuses sur ses réelles capacités en IA. Sans surprise, ça vient buter sur un critère fondamental de l'assurabilité, l'absence d'actes intentionnels et l'aléa moral. Avec les récentes mesures d'application de la SIC, ces pratiques tombent lourdement sous le coup des exclusions historiques de l'assurance, responsabilité des dirigeants pour fausses déclarations délibérées. Abordons maintenant notre quatrième partie, et c'est véritablement le point de bascule le plus critique mis en lumière par l'étude, le défi du risque systémique lié à la concentration des modèles de fondation. Pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut écouter ce que souligne Kevin Kalinich de chez Action dans le rapport. Je cite, « Les assureurs peuvent absorber une très lourde perte liée à l'IA pour un seul assuré, mais ne peuvent pas facilement tarifer une erreur d'un fournisseur d'IA en amont qui produit un risque systémique, corrélé et agrégé sur de nombreux assurés. » Fin de citation. C'est exactement là que réside l'équation actuarielle la plus complexe à ce jour. En fait, on fait face à une défaillance de l'assurabilité classique. Pensez à une catastrophe naturelle. Les dégâts sont massifs, mais ils ont des déclencheurs physiques limités géographiquement. Avec l'IA, si un modèle de fondation centrale subit une régression silencieuse, ça déclenche instantanément des dommages chez des milliers d'utilisateurs en aval. Cette dynamique détruit le critère d'indépendance des sinistres. La loi des grands nombres ne peut plus fonctionner, ce qui compromet totalement la faisabilité économique d'une couverture traditionnelle. Ce qui nous mène naturellement à notre dernière partie, quels sont les modèles de marché possibles et comment l'industrie compte-t-elle gérer cette fameuse agrégation systémique ? L'étude propose une trajectoire claire des structures envisagées pour absorber ce risque, visible dans ce tableau. La séquence attendue suit une logique très précise pour relâcher les contraintes d'assurabilité. Actuellement, on en est au stade de l'ordre privé, avec des clauses d'indemnisation directe des fournisseurs. Ensuite, à court terme, on s'attend au développement des captifs d'assurance pour conserver la perte d'attrition. À l'inverse, l'idée d'un filet de sécurité publique et gouvernemental reste extrêmement lointaine. Les barrières politiques sont immenses, du moins tant qu'aucun événement catastrophique fondateur lié à l'IA ne vient forcer la main des décideurs. D'un point de vue purement tactique, l'étude fournit des orientations immédiates pour la stratégie de transfert de risque. On retient 3 impératifs d'action. Premièrement, il est indispensable de cartographier l'exposition de l'organisation selon cette frontière à 4 niveaux. Deuxièmement, pour les risques assurables, il faut mener une comparaison rigoureuse des structures de produits, car une garantie de performance, ce n'est pas la même chose qu'une assurance responsabilité élargie. Et troisièmement, un travail urgent de révision des anciennes polices s'impose pour dissiper l'ambiguïté autour des expositions silencieuses. Pour conclure cette analyse, une question cruciale demeure en suspens. Face à la concentration extrême des modèles fondateurs, les grands réassureurs vont-ils structurer ce péril avec des plafonds d'agrégation stricts ou choisiront-ils la voie de l'exclusion totale, forçant la création d'un marché entièrement distinct ? La réponse à cette interrogation n'est pas encore arrêtée, mais c'est elle qui définira l'architecture de la gestion des risques technologiques pour la prochaine décennie. Merci d'avoir suivi cette synthèse.